La République de Platon, introduction du traducteur Robert Bakou, Genèse des cités injustes, mots attachés à l'injustice, suite. 5. Misère du tyran, bonheur du juste. L'étude du naturel tyrannique va maintenant occuper Socrate tout au long du 9e livre. Mais avant de décrire la genèse de ce naturel, il tient à préciser la distinction qu'il a faite plus haut entre les désirs profitables et les désirs superflus. Si l'on veut connaître la malfaisance de ceux-ci, qu'on les observe chez l'homme qui s'endort après s'être enivré ou avoir mangé sans mesure. À ce moment, ils sont délivrés de toute contrainte, car la raison, vaincue par tant d'excès, ne les surveille plus. Or, que font-ils ? Loin de se tenir en repos, ils bondissent et courent à la recherche des plus grossières satisfactions. Le meurtre, l'inceste même ne les arrête point, et il n'est alors d'extravagance ou d'infamie que le dormeur ne commette en rêve. Au contraire, lorsque l'homme tempérant et sage s'abandonne au sommeil, après avoir éveillé l'élément raisonnable de son âme et l'avoir nourri de belles pensées, il entre, mieux qu'à l'état de veille, en intime contact avec la vérité. Ainsi donc, livrés à eux-mêmes, nos mauvais désirs tombent dans les pires dérèglements, tandis que réprimés, ils s'endorment et cessent d'entraver le noble essor de la raison. L'homme démocratique, nous l'avons vu, n'établit point de distinction entre ses désirs. Il les accueille tous, au gré du hasard qui les fait naître, sans accorder de préférence à aucun. Son fils, imbu des mêmes principes, l'imite dans sa jeunesse. Mais, de mauvais conseillers désireux d'affermir leur influence sur cette jeune âme, ils favorisent le développement d'un grand désir qui régnera sur tous les autres. Ce despote est l'amour-luxure que ses tristes compagnes, l'ivresse et la démence, sont nourries et dotées d'un dangereux aiguillon. Que devient l'adolescent soumis à cette abjecte domination ? Tourmenté par d'insatiables appétits, il dissipe ses revenus personnels dans les fêtes, les banquets et les orgies. Puis, lorsqu'il ne lui reste plus rien, il s'empare en usant de violence, comme le tyran de la cité, du bien de son père et de sa mère. Et cela pour une courtisane, un amant connu d'hier, oublié demain, en qui s'incarne un éphémère caprice. Mais là ne finissent point ses crimes. Pour satisfaire ses passions plus vives que jamais, il se fera voleur, hiérosule, trafiquant d'esclaves ou sycophante. S'il est né dans une cité bien policée, il la quittera pour aller se mettre au service d'un tyran étranger. Mais si sa patrie est déjà en proie au désordre, il s'efforcera, avec ses pareils, d'y établir la tyrannie en faveur d'un parfait scélérat. Supposez que la tentative réussisse, quel sera le sort de ce dernier ? Ici, il importe de ne point se fier aux apparences. Arrachons à ce maître fastueux son appareil de théâtre, regardons-le vivre dans ses moments d'abandon, et nous découvrirons les maux secrets qui le dévorent. On le dit puissant, or il est doublement esclave, en son âme de ses pires désirs, dans la cité des hommes les plus bas et les plus pervers qu'il est obligé de flatter pour se maintenir au pouvoir. On le croit riche, mais il ne peut satisfaire qu'une faible part de ses appétits qui sont sans bornes. En réalité, il est pauvre de tout ce qu'il n'a pas, de ces biens innombrables qui échappent à son emprise et dans la possession desquels il fait consister le bonheur. Privé de toute amitié sincère, il n'éprouve pas moins de crainte dans sa solitude qu'il n'en inspire à ses sujets. Il sait que l'envie et la haine veillent sournoisement sur lui et qu'elles viendront un jour le frapper au fond du palais où il se cache. De ce palais qui est pour lui comme une prison. Ainsi rongé de vices et victime d'incessantes terreurs, à l'apogée du destin promis à sa nature tyrannique,
il est à la fois le plus méprisable et le plus malheureux des hommes. Mais n'est-ce pas la vérité que depuis longtemps Socrate se proposait de démontrer? Sous le rapport du bonheur comme sous celui de la justice et de la vertu, l'ordre des constitutions et des caractères apparaît tel qu'il l'a fixé. Au sommet, la cité est l'âme royale, puis, sur les pentes de la décadence, les cités et les âmes timarchiques, oligarchiques, démocratiques et enfin tyranniques. Le but du philosophe est atteint. Sa joie s'exprime par un cri de victoire. Qu'on aille chercher un héros pour proclamer le sentiment du fils d'Ariston, l'homme le plus juste est aussi le plus heureux, tandis que le plus injuste est le plus malheureux, qu'ils échappent ou non au regard des dieux et des hommes. Platon n'a pas été le premier à étudier méthodiquement les principales formes d'organisation politique. Hérodote, Protagoras, Hippias d'Élis dont deux dialogues socratiques ridiculisent les prétentions. Et Critias, entre autres, l'avait précédé dans cette voie. On lit en note. Hérodote avait étudié les mérites respectifs de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Protagoras, dans ses antilogies, qui ne nous sont point parvenues, devait examiner l'origine et la nature des constitutions. Hippias d'Élis s'était appliqué à l'étude de la constitution oligarchique de Sparte. Enfin, Critias avait écrit sur les gouvernements de Thessalie, de Lacédémone et d'Athènes. On trouvera dans le recueil de Diels les rares fragments qu'Athénée, Clément d'Alexandrie et Eustate nous ont conservés de ces ouvrages. Fin de note. Mais les 8e et 9e livres de la République ne doivent guère, se semble, aux travaux de ces auteurs, car ils traitent moins des grandes constitutions du monde antique que de leurs types éternels. Dans le domaine de l'histoire, l'ordre de succession des divers régimes n'est sans doute pas aussi immuable que le croyait Platon. Mais le tableau qu'il a brossé de leur genèse et les traits par lesquels il les a caractérisés restent, après 23 siècles, d'une saisissante vérité.